very good. هو القيم على خاطر الوضع وضع افراح وبرشا عوامل مش موجوده، ولكن في الحالين اللي نجحنا باش نعمل اللقاء هذا مع السياسي ابراهيم اللي شرفنا بحضوره له. Donc je disais que je suis vraiment très honoré tout d'abord parce que la salle et la présence elles dénotent d'un intérêt, surtout dans cette période des fêtes. Il faut dire qu'il y a, y compris dans nos militants les plus actifs, il y a beaucoup de gens qui vont à cette soirée parce qu'ils sont en déplacement. Une grande partie de nos militants sont en Tunisie pour cette période de fêtes. Donc je m'introduis, je suis Arnel Youssouf, secrétaire exécutif de la Fédération Al-Joumouli France Nord. Je vais présenter évidemment Yassine Brahim, secrétaire exécutif d'Al-Joumouli, que vous devez connaître, et qui a été aussi ministre des Transports dans le gouvernement de transition. À sa droite, c'est Tarek Toukeb, qui a été la force invitante, puisque c'est la section Paris-Centre qui couvre cette région du nord parisien et du centre parisien et du 18e, qui ont eu la gentillesse de travailler pour assurer cette salle-là et pour assurer en tout cas la qualité de l'accueil. Si Hussein Bilal, qui est membre de la Fédération France Nord, qui s'occupe des programmes, qui s'occupe de la formation malgré son jeune âge, il faut dire, il nous forme déjà. Asma Rémi, c'est une militante qui ne la présente pas au dernier moment parce que voilà, c'est très important d'avoir des gens comme Asma qui nous rejoignent. Elle apporte pas mal au parti, sur la scène parisienne, et en tant que nouvelle adhérente, peut-être qu'elle va dire pourquoi elle a adhéré. Donc on va donner la parole à nos camarade Tarek Toukeb, qui a aussi, en tout cas, qui a porté nos voix lors des dernières élections pour introduire et pour lancer la réunion. Je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous êtes là pour écouter notre secrétaire exécutif, M. Yassine Brahim, qui est responsable de notre parti en Tunisie. Les évolutions en Tunisie, comme on suit tous, ça se dégrade de plus en plus. Et je vois, il est là, il est prêt, il a ses cadres, il est en train de... Il compte sur vous, bien sûr, ici en France, parce que la situation ici, la France Nord, nous, comme vous le savez, il y a à faire, il y a le TTP, il y a le PLR, on a fait notre congrès dernièrement. Donc, si on fait toute la somme des voix, donc nous sommes une force que nous devons tenir compte de ce poids-là. Donc, ici, on va veiller depuis certains mois, donc on s'est constitué en 4 sections en Ile-de-France, donc ici, j'espère qu'à la fin de cette réunion, il y a pas mal d'entre vous qui prendront contact avec nous pour essayer de préparer l'alternance. Et si vous avez des questions, donc M. Brahim ici présent, donc il ne manquera pas d'éclaircir les positionnements et les alliances et tout ce qui se passe en Tunisie. Et de mon côté, comme on l'a fait depuis des décennies, nous sommes là, on va continuer à la lutte pour instaurer une vraie démocratie en Tunisie. Parce qu'actuellement, tous les jours, vraiment, on ne dort pas. Ce qui se passe en Tunisie, ça fait mal. Et l'alternance, on l'attend tous patiemment. Donc, j'espère qu'avec vous et avec nous tous, qu'on veillera pour relever la Tunisie de demain, la Tunisie de la démocratie, la Tunisie qu'elle a ouvert ce printemps arabe, et malheureusement, ça passe de cauchemar de jour en jour. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur le terrain à travers le monde associatif, à travers hier et aujourd'hui, il y a une conférence nationale organisée par le secrétaire d'État de l'immigration. Il le fait en Tunisie sans même demander l'avis de l'immigration. Il se base sur des experts, donc actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Tunisie. Donc nous, ici, on est les premiers concernés d'un dossier qui s'appelle l'immigration. Il fait une conférence en Tunisie concernant l'immigration sans même prendre la peine de nous informer. Ce n'est pas uniquement nous ici, mais l'immigration, y compris l'immigration qui est là pendant des décennies. Donc ce qui se passe en Tunisie, ça donne vraiment de quoi en discuter. Et j'espère à travers ce débat, on vous apportera quelques éléments de réponse. Que faire, donc je compte sur vous aussi. Et merci de votre présence.
Merci beaucoup, Sultan. Si Hussein Millet a vous la parole pour présenter la fédération. Merci. Bienvenue déjà au nom de la fédération de Chevreau et France Nord. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est une réunion publique en présence de CSI Ibrahim, qui est le secrétaire général exécutif du parti, et la vice-ministre des Transports dans le gouvernement de transition. Je vais profiter de cette occasion pour vous donner un petit aperçu sur l'organisation et les activités de la Fédération France Nord de Chevreau. Aujourd'hui, nous sommes structurés autour de 4 sections qui couvrent la totalité de la région Île-de-France et nous maintenons des diverses présences aussi en dehors de la région Île-de-France. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, nous essayons de faire diverses activités, que ce soit publiques ou en interne, que ce soit des actions de terrain ou des débats politiques. Je voudrais dire aussi que nous, à Jombouri, on croit au fait qu'on est la continuité d'un mouvement de militantisme démocrate qui était très fort ici à Paris à l'époque de la dictature et qui a incarné des idéaux qui ont forgé la volonté à la suite de laquelle peut-être ces mêmes idéaux ils ont été portés par la révolution, dans la dignité, le travail, la démocratie et contre l'oppression et la dictature. Nous croyons aussi à Jombouri dans l'état de droit. L'état de droit qui va préserver les plus faibles et il va permettre une meilleure justice pour tous les citoyens. Nous croyons aussi qu'en Tunisie, une révolution s'est passée et par ce fait, on doit faire le maximum pour comprendre comment les mécanismes qui ont abouti à une telle dictature et avancer le processus de la justice transitionnelle qui est le seul garant contre un retour vers l'arrière et un retour vers la dictature. Nous croyons aussi qu'un autre modèle de développement est possible pour la Tunisie et c'est ce modèle-là qui va permettre un vrai essor, que ce soit sur le niveau économique ou social. Et nous croyons aussi que les forces démocrates, essentiellement ici en France, sont capables de gagner. Lors des prochaines élections, nous avons été dispersés. Mais si on additionne les différents résultats des diverses forces démocrates, nous serons les plus forts, que ce soit ici à Paris ou en France de façon générale. Du coup, la victoire est possible. Si nous réunissons nos forces, nous travaillons ensemble et on a besoin, dans ce cadre-là, de toutes les bonnes volontés. Je vous remercie. Merci Hussein. Je passe la parole sans tarder à Asma Rémi qui a le travail. Donc, merci de nous. Elle va porter. Seulement la société civile qui sera capable de faire entendre
Merci beaucoup, Asma. C'est vrai qu'on était très attentifs parce qu'on vient de associatif pour une bonne partie de nos militants. Et d'une certaine manière, c'est là où on a construit une bonne partie de nos niveaux d'expérience de laquelle on peut se prévaloir. Et c'est vrai que le moment aujourd'hui, ici, il est à adresser politiquement l'ensemble des problématiques politiques, des problématiques sociales, des problématiques économiques, et de pouvoir faire émerger un projet pour la société qui soit démocrate et qui réponde à l'aspiration du peuple tunisien, à sa volonté le jour où il a décidé d'abattre et de descendre, de sortir du pouvoir, la dictature. Et dans ce sens-là, on a été un peu mal loti parce que le projet démocrate n'a pas réussi à s'imposer dès la première phase de cette transition, mais on croit, et on croit très fortement, on est capable de relever le défi dès la prochaine élection. Et dans ce sens-là, Yassine, qui a eu la gentillesse de venir rendre cette visite-là, était un des acteurs, nouveaux acteurs peut-être, des gens qui ont poussé les démocrates à s'unir et de l'incarner et de pousser vers ce sens-là, et d'où la fusion qu'il y a eu avec FR, PDP, cet autre parti, le parti républicain. Et d'une certaine manière, on y croit. Quelles sont les conditions de ceci? Ce n'est pas facile, je pense. Il y a des conditions. Je pense que le titre, l'intitulé qu'on a choisi pour l'intervention de Yassine, c'est de dire comment on va réussir à inverser la tendance, parce que vous le voyez bien, on a besoin d'inverser la tendance aujourd'hui. On a besoin de faire entendre la vraie révolution dans la société, au plus profond de la société. C'est un défi de taille, mais je pense aussi qu'il y a des hommes, des femmes et des hommes qui sont capables de résoudre ce défi-là dès les prochaines élections. Alors, Yassine, à toi de nous répondre, de nous apporter, de nous éclairer, parce que nous sommes loin aussi. Et on regarde d'une autre manière la Tunisie que nos concitoyens qui la vivent. Nous, on la regarde, on la scrute, on cherche l'information, parfois des disjoints, etc. Donc voilà, on est ici tous les nuits pour essayer. Merci Arden, merci. Effectivement, l'idée m'a proposé la fédération d'évoquer est-ce que les démocrates, j'appellerais plutôt les progressistes, pour pas vexer aucun parti politique en Tunisie qui pense style démocrate. Notre famille politique était prête où elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? L'idée c'est de lancer donner un ensemble d'informations et d'orientation, soit en travaillant actuellement, qu'est-ce qui est important dans cette phase de transition, parce que la réussite est loin d'être garantie pour le moment. Et ensuite, effectivement, si on va vers des élections, il y a des élections dans un climat positif, en tout cas le minimum positif qu'il faut, quelles sont les chances des progressistes et comment les progressistes peuvent maximiser leurs chances. C'est à peu près ça, je pense, le sujet qui m'a été demandé de préparer. Et puis après, évidemment, il y a certainement d'autres sujets qui nous intéressent. Et dans le cadre de l'interactivité et du débat derrière, on pourra les aborder. Alors, moi je vais commencer, j'aurais aimé vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, je vous annonce plutôt une mauvaise nouvelle. La transition démocratique se passe mal. Ça, vous vous en doutez bien. Elle se passe mal parce que d'abord, elle n'a pas de durée. Clairement, vous qui vivez dans un pays démocrate, en démocratie, c'est même, je crois, l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme, le peuple élit ses représentants pour une durée déterminée. Nous sommes dans une situation très particulière. Nous pensions avoir élu nos représentants pour une durée déterminée. Elle est devenue indéterminée le 17 décembre, le 22 de l'Assemblée nationale, le 17 décembre, quand l'Assemblée nationale constituante a refusé de voter une durée. Parce qu'en fait, la durée a été proposée au vote 2 fois, même le dernier jour, et le dernier jour, on a eu la surprise de voir le parti au pouvoir décider de ne pas voter cette durée. Donc depuis, en fait, même la méthode de travail de cette Assemblée constituante n'a pas été impactée par le fait qu'elle avait une durée limitée. Donc on est un peu dans le calendrier serpent de mer, c'est-à-dire qu'on a toujours des décalages de date, ce qui rend la vie politique compliquée. Et donc
donc nous avons dépassé l'échéance d'une année qui pouvait imaginer. Et ensuite, on a un ensemble d'institutions et d'organisations à mettre en place pour pouvoir réussir une transition démocratique. La première étant l'instance organisatrice des élections, l'instance supérieure indépendante des élections, l'ISI. Alors, nous avons voté une loi pour décider comment la mettre en œuvre récemment. Enfin, ils ont voté dans la SI. Mais quand on regarde ce qui va se passer, quand on voit le Premier ministre annoncer que des élections peuvent avoir lieu le 30 juin, il va se passer facilement un mois avant que la commission parlementaire se mette en place et fait appel à candidature pour le Conseil supérieur pour cette instance des élections. On va sélectionner 36 candidats de divers corps de métier, donc 3 de chaque corps de métier, pour finir à 9, donc 4 fois plus que le nombre requis. Donc ça, c'est un processus qui va prendre du temps. Et on ne voit pas, avec la méthode de travail encore d'ANC actuellement, cette commission finisse son travail avant mi-février, fin février. Et ensuite, il faudra qu'elle mette en place une direction exécutive pour préparer la mécanique des élections, les directions administratives, les directions régionales, il faut recruter des gens. Même s'il y avait une instance avant, on a presque tout effacé, on repart un peu à zéro. Donc on ne voit pas comment cette instance va dire oui, d'accord, des élections peuvent avoir lieu en juin. Et nous, en tout cas, dans le groupe des partis progressistes qui avions assisté à la journée organisée par l'UGTT pour justement parler de toutes les conditions de réussite de cette étape de transition, nous n'avons pas annoncé de date, nous n'avons pas réagi vraiment, on a considéré pas très réaliste la date annoncée par la Précam, mais en disant qu'il faut que l'ISI se mette en place et qu'on ne refasse pas le scénario du 24 juillet, ou quand l'ISI s'est mise en place, elle dit le 24 juillet c'est pas possible, il faut reculer au 23. Donc ça déjà, le calendrier est vraiment l'un des problèmes. Le deuxième problème, dans les instances de la transition, la justice. La justice actuellement, c'est très très compliqué dans un État qui est en phase de transition. La justice avant le 14 janvier était une justice qui était utilisée par le pouvoir, qui se faisait imposer des choses, et du jour au lendemain elle est devenue indépendante, avec les mêmes juges, avec la même organisation, avec un conseil supérieur de la magistrature qui a été démonté. Et depuis, en fait, et là, à la limite, moi personnellement, je considère que même à l'époque du premier gouvernement de transition, il y avait une erreur sur la justice, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir attaqué le problème, notamment avec la justice transitionnelle. Donc si BG à l'époque considérait qu'on n'avait pas la légitimité pour attaquer ce sujet, qu'il fallait un gouvernement légitime. Là, maintenant, ça fait 15 mois qu'on a un gouvernement légitime, et nous n'avons toujours pas de Conseil supérieur de la magistrature qui assure l'indépendance de la justice. Alors c'est pire que ça, c'est que ce qui se passe dans les phases de transition, on choisit des conseils supérieurs de la magistrature temporaires. Pourquoi? Parce que la Constitution va déterminer la composition du conseil de magistrature, et il faudra un temps pour qu'il se mette en place. Donc cet état temporaire va durer de l'époque où on le décide, c'est-à-dire maintenant, jusqu'à peut-être un an après l'élaboration de la Constitution. Donc c'est très important en période, parce que quand il n'y a pas un Conseil supérieur de la magistrature, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le ministre devient le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre aujourd'hui joue le rôle de Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. C'est-à-dire, et en plus, il est très intelligent. Donc il a utilisé exactement ce qu'il faut pour que le juge soit indépendant. 2 facteurs rendent un juge non indépendant dans tout pays du monde, la peur et la cupidité. Voilà, la cupidité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors évidemment, comme c'est un corps c'est un corps qui est connu pour, il y a un taux de corruption assez important, etc. Il a l'histoire. Donc en fait, il a déterminé une liste de 80 juges qu'il a écartés pour cause de corruption, etc. Et il a dit actuellement, j'ai une autre liste. Donc surtout, soyez attentifs à mes demandes, et j'ai une autre liste, je peux la sortir quand je veux. Et ensuite, pour le deuxième critère, il a promu, ça c'était une demande légitime chez tous les juges, il a promu, il a fait un mouvement, mais il a aussi nommé à des postes clés les juges qui sont les plus, on va dire, arrangeants. Donc imaginez des élections où il peut y avoir des problèmes, il faut aller à la justice. Il faut aller à la justice parce que telle liste n'est pas
valide, et il vaut mieux avoir la justice sous la main d'un parti. Et c'est ça, aujourd'hui, quand on demande l'indépendance du ministère de la Justice, on reviendra à l'intérieur tout à l'heure, c'est vraiment ce risque d'aller aux élections. Dans la structure actuelle, sans avoir un conseil administratif qui gère la justice, est un risque très très important pour la phase de transition. Les médias. Alors, entre ceux qui ne sont pas indépendants, qui vont mettre très longtemps à l'être, en fait, rappelez-vous la campagne du 23 octobre 2011 sur la ville. Rappelez-vous cette campagne. Entre un parti qui est monté de rien, mais avec une télé qui faisait ce qu'elle voulait, Moustapha, etc., entre, rappelez-vous, le nombre d'heures que Ranouch y passait à la télé pendant la campagne, notamment sur Hannaba. Rappelez-vous, la veille des élections, Moustapha Jaf a passé 2 heures sur Hannaba. Alors ici, vous êtes habitué aux campagnes électorales, vous voyez comment tout est calculé, le temps de passage entre les divers partis, etc. Bah, en fait, nous, notre campagne, c'était vraiment, excusez-moi le terme, un souk absolu en termes de gestion, d'équilibre des forces, etc. Donc si on arrive aux prochaines élections sans avoir effectivement l'organisme du CSA qui va régir les médias et qui va mettre en place les règles du jeu et les faire respecter et effectivement avoir des lois qui puissent punir les gens qui ne respectent pas en fait ce que vont être la règle du jeu, c'est aussi risqué. Ensuite, ce qui va prendre du temps, c'est la loi électorale. Alors là, pour information, quelles sont les tendances? La loi électorale prévoit le mode du scrutin, bien sûr, donc les tendances étant les présidentielles à 2 tours classiques, et des législatives, par contre, en un tour avec une proportionnelle avec plutôt la meilleure moyenne, plutôt que les restes, comme ça s'est passé la dernière fois. À l'allemand, en fait, hein, ce qui se passe en Europe. Et donc, pareil, il faudra aussi des règles de fonctionnement. Au-delà du mode de scrutin, il faudra des règles de fonctionnement, et comment on va qualifier les gens, et comment on va juger, comment ça va se passer dans les régions, etc. Et donc tout ça, ça va prendre du temps, ça va se débattre, et c'est pour ça que juin ne devient pas crédible. Peut-être qu'on arriverait à aussi mettre sur la table de discussion la loi sur les partis de l'instruction. Parce qu'il y a beaucoup de défaillances. La loi qui a été faite à l'époque de C.A. a gardé beaucoup de défaillances et aujourd'hui, notamment sur les financements des partis, il y a énormément à faire. Le dernier point qui est important, c'est l'indépendance du ministère de l'Intérieur. Et là, clairement, on ne sent pas Narda être ouvert parce que c'est l'un des leaders les plus importants qui tient ce ministère. Mais nous, on en a fait un combat de manière générale chez les progressistes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la violence qui commence à s'installer maintenant de manière très très grave, notamment autour des meetings politiques spécialement, on ne pourra pas aller vers les élections si c'est pas possible d'aller vers les élections. Parce que si maintenant il y a quelques meetings le week-end, si on s'approche des élections, il va y avoir des centaines de meetings un peu partout. Ici, effectivement, on n'est pas capable de faire disparaître cette démarche et cette violence. On ne pourra pas faire des élections. Et le pays pourrait vraiment entrer dans une phase un peu inconnue. Et clairement, on sent vraiment cette volonté qu'il y a une partie, il y a un courant au sein des partis au pouvoir, c'est la culture. On sort une fois la Ligue de protection de la Révolution, une autre fois les salafistes, et donc en fait, selon la gravité, et selon l'événement, et selon le lien qu'il peut y avoir avec le sujet, par exemple, il y a des quartiers, on n'en parle pas assez aujourd'hui. Il y a Sijoum, il y a une bonne partie de Sijoum où il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de ministère de l'Intérieur. C'est les salafistes qui gèrent le quartier. Ils gèrent tout. Ils gèrent tout, qui rentre, qui sort, comment ça se passe, qui a le droit d'aller à la mosquée, qui n'a pas le droit, etc. On a des partis en Tunisie qui sont maintenant des quartiers populaires, qui sont vraiment non sécures. Et alors, pire que ça, il y a des régions aussi, le taux de chômage a augmenté beaucoup plus que la moyenne nationale pour des questions de sécurité. En fait, les hommes qui migrent de certaines régions vers les régions du Sahel pour travailler sont revenus chez eux pour protéger leur famille parce qu'il y a vraiment des problèmes de sécurité. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur, qui est un grand scientifique, nous sort toujours des chiffres, le taux de diminution des sit-ins, le taux de diminution des grèves, etc., etc. Mais bon, il ne ressort pas le taux de sentiment du Tunisien au quotidien, qui vraiment un peu. Moi j'étais au sud-ouest, au nord-ouest pendant il y a une semaine, ça fait Sidious, je fais le tour, Bruxelles, etc. Les flics vous disent, à un moment, ils disent aux citoyens qu'il faut avoir
de quoi se défendre, parce que c'est des zones qui peuvent être dangereuses le soir, etc. Donc, il y a des problèmes de sécurité qui doivent s'éclaircir, et en plus, le fait que le ministère ne soit pas indépendant, on sent qu'il y a, selon les sujets, le ministère de l'Intérieur va réagir. Donc si ce sont les ligues de protection de la Révolution à tendance venant de tel parti, etc., on ne va peut-être pas donner des ordres pour réagir assez vite. Si ce sont les salafistes comme au 14 septembre, on ne va pas donner des ordres pour réagir assez vite. Donc en fait, il y a des poids et des mesures selon le sujet qui se présente, et ça, c'est aussi risqué. Donc en clair, avant de parler des élections, en fait, ce que nous avons décidé d'entamer ensemble, et là encore les progressistes, et je parlerai de ce que j'englobe dans ce terme, on l'a fait depuis la rentrée politique, en fait. On l'a fait, on a essayé comment faire réussir cette phase de transition. Nous, le Jumhuri, notre caractéristique, c'est qu'on est dans la construction. Nous ne sommes pas un parti qui est, bien sûr, au combat sur nos valeurs, on combat, on défend, on descend dans la rue, etc. Mais nous sommes quand même fondamentalement constructifs. Pour le pays, on peut construire. Et donc, l'initiative à la rentrée politique qui avait démarré ici d'Égypte, d'ailleurs, c'était positive. Donc, on a écrit à tous les partis qui sont dans l'Assemblée nationale constituante, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible d'arriver à réussir cette phase de transition si on continue à avoir ce climat très négatif. On essayait d'ailleurs, parce que ce qui pouvait motiver tout le monde, c'est l'échéance du 23 octobre. Avant le 23 octobre, déterminant une date, déterminant un calendrier, et surtout débloquant ce qui peut bloquer dans la Constitution. Alors, le bilan, l'écho a été très positif, même des partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, et on a fait quelques avancées, pour être honnête, même avec eux, on a fait quelques avancées. Ce qui a été débloqué, c'était la question du régime politique. On était vraiment là en franglais, dans un deadlock. En fait, parce que NAP défendait le régime parlementaire, c'était le seul parti qui défendait le régime parlementaire, et c'est un parti qui a le tiers de l'Assemblée. Donc, ayant le tiers de l'Assemblée, la Constituante devant voter 2 tiers, sans plus que le tiers, devant voter 2 tiers à la Constitution, s'ils tenaient à leur position, on ne pouvait pas du tout débloquer, il fallait aller au référendum, et au référendum, de toute façon, ils en avaient autant peur que nous, parce que ça peut être vraiment tranché le sujet, là, quelque part. Mais ils n'auraient peut-être pas débloqué la situation. Donc en fait, ils ont évolué là-dessus. Oui, nous sommes pour un régime mixte, avec des prérogatives du président qui soient limitées. C'est le seul point positif qu'on a eu. Parce qu'on a eu un grand point négatif derrière, qui sont revenus dans la discussion. Non, nous sommes d'accord pour discuter, nous sommes d'accord pour une table ronde de consensus national, à condition que l'idée ne soit pas autour de nous. Et donc, en fait, la condition de l'exclusion. C'était ça le retour fin septembre, début octobre, en quelque sorte. Alors, bon, nous, ça nous a complètement surpris, parce que quand on voit qu'est-ce que c'est un consensus national, un parti qui est présent, qui a son poids, etc., sur la scène politique, mais on a compris qu'ils commençaient leur campagne électorale. La campagne électorale va être orientée sur les gens du passé, ceci, cela, donc on regarde là-dessus, parce que c'est des adversaires qui pèsent, etc. Et donc, je dis, bon, ça ne va pas être constructif cette affaire. Donc nous, on considère que c'est la famille politique, tout ça, donc ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avancer avec nous sans l'idée de tous, ni vous pouvez choisir, je n'ai mis celui-là, je mets celui-là. C'est un consensus national. Et le Premier ministre nous a fait une très bonne surprise, si vous l'avez suivi à la télé. Il fait un discours le 4 octobre, au 5 octobre. Il dit, voilà, en fait, il y a beaucoup d'initiatives de partout. C'est pas vrai, il y a des initiatives de Jubo, ils ont démarré avec le Massab qui a suivi et l'idée qui a suivi. Et en fait, pour qu'aucun parti ne tire la couverture sur ces initiatives, ça peut être bien que ce soit dans le cadre de l'UGTT que ça soit fait. Et c'est le Premier ministre qui a dit ça. Et donc nous, on avait sollicité l'UGTT dès le début en disant, vous avez une initiative qui est quand même assez long terme, qui est politique et sociale. Nous pensons qu'avant le 23 octobre, nous devons résoudre des problèmes fondamentaux politiques. Pourquoi on ne l'inscrit pas là-dedans? Ils étaient ouverts, ils n'avaient pas réagi assez vite. Et quand le Premier ministre a tendu la perche, ils ont réagi assez vite. Ils ont organisé donc la journée du 16 octobre, dans laquelle tous les partis étaient. Et donc nous, on s'est dit peut-être que c'est une feinte
de NAVA, donc il y en a qui disent on veut exclure, et puis il y a le secrétaire général, parce que le Premier ministre reste le secrétaire général du parti. Donc le secrétaire général, qui est présent à tous les bureaux exécutifs tous les jours, etc., a proposé autre chose, donc c'est une feinte. Peut-être sous la coupole du GTT, ils vont accepter l'idée de tous. Eh bien non. Eh bien non. On commence à avoir des spécialistes pour comprendre un peu l'attitude du parti au pouvoir. Donc on a été au 16 octobre, et alors le Premier ministre était là, le président était là, mais ni NADA ni le CPR n'étaient présents à cette journée-là. Et ce qui est bien dommage, parce que c'est une journée où vraiment il y a eu une belle avancée sur les conditions de réussite de cette phase de transition, et justement pour résoudre le problème du passé, parce que c'est l'argument qui était évoqué dans le cadre du discours d'exclusion du parti au pouvoir, on a rajouté la nécessité de démarrer au plus tôt la justice transitionnelle pour pouvoir justement déblayer le terrain sur la question du passé. Voilà. Donc, pour résumer, entre l'attitude de deux partis au pouvoir et, enfin, je l'oublie celui-là, et la grande nonchalance de l'ANC et surtout de son président qui, très sincèrement, ne semble pas avoir beaucoup d'expérience de management, hein, pour être basique, de quelques dizaines de salariés de toute l'ANC. Donc en fait, on n'a pas de planning. On n'a pas de visibilité. Bon. Entre autres, on a aussi un comportement assez bizarre à l'ANC. Jumhuri, toujours dans cet esprit de construction, a proposé une loi sur la justice transitionnelle après plusieurs mois de travail et spécialisé ça depuis le mois de juillet. Elle est déposée à l'Assemblée nationale depuis le mois de juillet 2012. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas été mise sur la table. L'Assemblée constituante attend toujours que les partis du gouvernement proposent des lois pour les passer, et pas l'opposition. Ce qui est hyper frustrant, ce qui crée d'ailleurs, vous voyez, une mauvaise ambiance dans l'Assemblée, etc. Il y a une grosse frustration. Et d'autant plus qu'elle est soi-disant gérée par un démocrate. Donc en fait, la frustration est multipliée. Alors, en parallèle, évidemment, du processus de transition concernant les institutions, l'Assemblée nationale constituante a un rôle législatif. Pour votre information, il y a aujourd'hui 47 lois en retard. 47 lois qui n'ont pas été votées, qui sont en retard, qui sont en temps, etc., d'être votées. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais dit, je vous avais prévenu, ce n'est pas que de bonnes nouvelles. Hein. Donc clairement, l'hypothèse jointe pour des élections n'est pas réelle. Donc si vraiment on change la méthode de travail, et on en a fait des suggestions. Moi personnellement, j'ai rencontré 3 fois. Moi, ça déjà pour faire des suggestions. À chaque fois, on dit oui, c'est intéressant, etc. Il ne se passe rien. Il y a plusieurs suggestions. L'Assemblée aurait pu se diviser en deux pour les débats. Diviser en deux avec le même nombre de députés, représentatif des partis. Et faire tout ce qui est législatif d'un côté pour les débats et tout ce qui est institutionnel pour la transition de l'autre côté et se regrouper évidemment pour les votes. L'Assemblée aurait pu fonctionner comme toutes les assemblées du monde avec les groupes parlementaires, en donnant plus de pouvoir aux groupes parlementaires pour débattre à l'intérieur des groupes parlementaires, mais ils peuvent venir qu'avec un quota d'amendements dans la phase 1. Il y a énormément d'expérience et énormément de moyens qui peuvent être mis en œuvre pour que l'Assemblée fonctionne plus efficacement. Malheureusement, encore une fois, c'est dit sur le fait qu'on apprend sur le dos des Tunisiens, parce qu'entre-temps, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Et là, on a analysé le budget 2012, enfin la réalisation en 2012 par rapport au budget 2012, le budget 2013, il y a un gros ralentissement des investissements privés intérieurs et extérieurs. En fait, après, on peut parler de l'investissement de l'État et des capacités de financement de l'État. Et donc, l'idée, c'est que la confiance a été perdue. La confiance a été perdue. Moi, j'ai vécu la première phase de transition, il y avait un grand élan sur la Tunisie. Il y avait vraiment la Tunisie est sortie d'un régime dictatorial, etc. Donc les gens étaient avides de voir la Tunisie réussir en fait cette phase et rentrer dans une démocratie. Et là, il y a une confiance qui est perdue, clairement, perdue vis-à-vis des islamistes, d'une part, parce qu'effectivement, quand ils se sont retrouvés dans une position, surtout au démarrage, si vous vous rappelez, dans une position de gestion, entre guillemets, dominante, hein, le président de la République a même envoyé le mot de la raoult, hein, donc c'est un mot fort,
et ben en fait, leur concentration n'était pas nécessairement dans les gestions des affaires économiques et sociales, mais plutôt le projet théologique qu'ils ont en tête, avec beaucoup de sujets qui ont été abordés, qui n'ont rien à voir avec les priorités de nos affaires économiques et sociales. Et donc, après, ils ont fait tellement d'erreurs et tellement de gaffes et tellement de comportements qui n'ont pas été acceptés dans la société ni dans l'environnement international, que maintenant, tout le monde est dans le recul en train d'observer qu'est-ce qui va se passer. On ne pourra pas s'avancer avec ces gens-là et s'investir avec ces gens-là pour le moment. Pire que cela, il y avait une grosse attente des pays du Golfe. Les pays du Golfe, pareil, ils raisonnent rendement, ils raisonnent investissement. Et donc aujourd'hui, cette phase de transition nous coûte énormément sur le plan économique social. Sur le plan budgétaire, 2013 risque d'être l'une des années les plus difficiles pour les finances de l'État tunisien sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait une sorte de fuite en avant qui, elle, est classique. Elle n'est pas surprenante. Dans une période post-révolutionnaire, il y a tellement de problèmes sociaux qu'il faut distribuer. L'État ne peut pas s'en sortir s'il distribue. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il distribue, mais il développe une inflation. Si l'inflation est créatrice d'emplois, parce que le plus gros problème, c'est quand même la création d'emplois, pourquoi pas? C'est une bonne démarche. L'inflation, il y a des macroéconomistes qui vous disent l'inflation crée de l'emploi, c'est un choix. C'est un choix. Plutôt que, à la limite, gérer l'inflation et avoir du chômage, vous voulez avoir de l'inflation, créer de l'emploi. En fait, on ne crée pas de l'emploi. En tout cas, on n'en crée pas plus que ça. On a créé de l'inflation pour la consommation en Tunisie. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un budget 2013 où le déficit commercial va coûter tellement qu'il va falloir trouver des financements. Et quand on a vu l'équilibre financier, vous voyez qu'il y a des choses très réalistes. On nous parle de 1000 milliards de sous-coups qui sont de nouveaux produits financiers islamiques, qui sont très bien, qui peuvent amener vraiment une valeur ajoutée en termes de financement. Mais enfin, qui va, c'est des sous-coups en devises, qui va donner 1000 milliards l'année prochaine à la Tunisie? Ça ne paraît pas vraisemblable. Ils ont mis 900 milliards de produits d'exportation des sociétés, des familles. Bah, déjà, pas mal ont été exportés cette année et vendus cette année. On ne voit pas d'où peuvent venir ces 900 milliards. Alors les débats sont en cours sur la loi des finances, mais le point faible, le plus important qu'on a perçu dans la loi des finances, c'est le financement des budgets de l'État, et surtout un budget de fonctionnement qui a atteint 77%, alors que pendant les 10 dernières années, c'était 62-68%, ce qui veut dire on est vraiment on peut rentrer dans une difficulté financière. Le FMI commence à faire des enquêtes sociales, comment les Tunisiens percevraient l'arrivée du FMI à la fin de l'année. Donc, tout ça, pourquoi je vous en parle? Parce que tout ça aussi, une ambiance économique et sociale difficile et financière difficile, organiser des élections dans cette ambiance-là, c'est pas évident non plus. Parce qu'il va y avoir des tensions. Tout ça va avoir des répercussions sociales, parce qu'à la fin, ça finit par le Tunisien sans que rien ne s'améliore, sa situation se détériore, etc. Bon. Alors, ça veut dire quelle solution? En fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment trouver moyen d'accélérer, d'aller vers ces élections plutôt en octobre, que juin, parce que juin, je ne crois pas. Ou alors se reposer une question. Moi, j'ai fait une proposition qui a fait un gros tapage. Ou alors se reposer une question, on prend du recul et on décide de rallonger cette période pour prendre le temps de faire, mais en faisant un consensus national. Et ce qui s'est passé dernièrement à Djerba et les relations se sont tendues beaucoup plus, mon scénario commence à devenir de moins en moins crédible, en quelque sorte. Donc le scénario que j'espère réalisable, c'est celui des élections en octobre maintenant, mais pour ce faire, il faut que la RC change de méthode. Alors quel est le paysage et comment on est en train et qu'on pourrait même améliorer la préparation du corps qui assiste à ces élections? Alors, il y a eu beaucoup de sondages. Vous avez peut-être un peu suivi tous les 10 ans. Moi, je vais vous donner à peu près, on est en train même de faire un sondage interne Jumbo, et on a eu le sondage qu'a fait Nahda en interne. Je vais vous donner la moyenne des sondages. Ça donne à peu près une image. Bon. Nahda reste aujourd'hui, malgré toutes les erreurs et toutes les, je dirais, les déceptions du gouvernement, la première force politique. La première force politique, alors elle est peut-être plus dans les 40% ou 37% qu'ils ont eu aux dernières élections. Peut-être qu'elle va caper aux alentours des 30%, mais ça va être difficile de voir un à moins de 20%.
des votants, encore une fois. Hein. Je ne parle pas de l'ensemble des électeurs, des votants. Parce que malheureusement aussi, on a un petit recul par rapport à l'intérêt politique. Ce sera à nous d'ailleurs de renaître cet intérêt politique, mais il y a un gros recul. Les gens en ont marre un peu de la politique, on en a marre de débat télévisé où les gens se battent, on en a marre de l'ASC, on en a marre un peu de ne pas voir une lumière au bout. Donc là, on va dire aux alentours de 30%. L'idée est la deuxième force politique dans les sondages aujourd'hui, mais qui semble aussi capée aux alentours des 20%. Enfin, des 27, 28, etc. La réalité, c'est qu'on commence à atteindre un cap. C'est-à-dire de voir maintenant 20%, 25% peut-être au maximum, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ensuite, on a un ensemble de partis. Entre le Jabal, qui est monté dernièrement avec ni Nanda, qui est dans les 7-8%, Jumouli qui est dans les 6, avec Massa à 6-7%. CDR Taquet qui recule, donc leur alliance avec Nanda leur coûte très cher, donc ils tournent maintenant plutôt dans les 3-4%. Aïd a toujours dans ces 5%, et puis le parti que j'appelle de la dispersion, donc l'ensemble des partis qui vont peut-être tourner à 10%. Nous, quel est notre je dirais, objectif? Notre objectif, et là je parle de nous, les progressistes, et j'englobe dans cela El Jumhouri, l'IDE Tunis, El Massa, et tous les partis qui sont autour, et les gens qui sont dans cette lignée progressiste. En fait, notre objectif, c'est de gagner les prochaines élections. Pour faire ça. Et pour les gagner, il faut faire dans les 40%. Et s'il faut s'allier avec Jabal Charbé pour avoir la majorité, de notre côté, Jumhouri, nous sommes ouverts. Du côté de Massa est ouvert. Par contre, je ne connais pas encore l'opinion de Jabal et de l'IDE l'un sur l'autre. C'est une discussion qui est en cours. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, malheureusement, on va aller vers la bipolarisation. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est vraiment, pas nécessairement aujourd'hui, même vu de loin, quelque chose qui soit le meilleur scénario pour la Tunisie, mais les enjeux deviennent tels qu'il va y avoir une bipolarisation, au moins de deux gros blocs. Peut-être que les extrêmes resteront extrêmes, parce que les salafistes maintenant commencent à faire 3-4% dans les sondages, hein, et peut-être que Jabal Charbé restera indépendant, mais au moins les deux blocs, on va dire, ça dépend quel axe on prend, au centre, ce seront deux blocs islamistes progressistes. Et c'est ça la bipolarisation qui peut exister. Et donc nous, notre bloc doit gagner. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il gagne, il pourra s'allier jusqu'à avoir la majorité, les islamistes restent dans l'opposition? Ou est-ce qu'on considère à un instant T, après les élections, que le mieux pour la phase suivante pour la Tunisie est qu'il y ait encore une union, enfin il y a encore, il n'y a pas eu cette fois, mais qu'il y ait réellement une union nationale pour gouverner le pays sur les 5 ans à venir? Ça, c'est l'avenir qui nous dira. On verra comment ça se passe. Alors, comment gagner au-delà des alliances? Alors aujourd'hui, moi j'estime, et là je commence à parler en mon nom quand on n'a pas encore déterminé complètement le sujet en interne dans notre parti, moi j'estime que ce qui manque au progressisme justement c'est la proximité. La proximité. C'est pas nécessairement simple à bâtir, et les islamistes ont une grosse avance là-dessus, parce qu'ils existent depuis 30 ans, ils ont eu une organisation sociale secrète, très bien financée et organisée dans tous les coins et recoins du pays. Et d'ailleurs, je leur tire un chapeau à quelle vitesse ils ont pu la ressortir, la refaire fonctionner. Nous les avons aidés, le gouvernement de transition, avec la loi d'amnistie générale et les 15 000 qui sont sortis de prison légitimement après la Révolution, mais ce sont 15 000 militants qui n'ont jamais repoussé, ils sont rentrés dans la vie politique et ils ont milité directement, parce que la partie politique se retrouve avec 15 000 militants disponibles, financés, etc. Ça permet quand même pas mal de travailler. Hein. Les progressistes, la plupart, c'est des bénévoles, des gens qui travaillent par ailleurs, etc. Donc c'est pas la même vitesse, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même démarche. Donc la proximité manque beaucoup. Elle manque. La démarche qu'on a dans tous les partis, hein, parce qu'on les a tous regardés, tout ce qui se passe, nous compris, la démarche est rarement scientifique.
en fait, on n'étudie pas notre électorat scientifique. On ne l'analyse pas. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, peut-être par manque de moyens, ça dépend des fédérations, des points aéroports, etc. Mais on ne le fait pas suffisamment. Pourquoi? Parce que l'analyse scientifique permet de faire quoi derrière? Permet effectivement de gérer son travail, ses plannings, son orientation, son discours, selon la population à qui on s'adresse, selon la catégorie sociale à qui on s'adresse, selon le lieu géographique et les préoccupations à qui on s'adresse. Quand on va rentrer dans la phase programme, on va avoir des phases d'écoute, des préoccupations des gens, avant d'aller à la phase solution, qu'on doit proposer aux gens, c'est la proximité. On est un peu encore, les progressistes, dans le défaut peut-être d'avant le 14 janvier, où c'était des partis qui combattaient une dictature. Et donc en fait, il y avait une bataille. La chance d'être au pouvoir n'existait pas, ce n'était pas des partis qui allaient gouverner, c'était faire descendre, c'était des partis de résistants qui doivent casser la dictature. Et ce qui n'est pas du tout ça. Ils ont fait énormément de travail. Ils se sont battus sur un tas de droits, des droits de l'homme, la justice, etc. Mais maintenant, pour gouverner, il faut avoir beaucoup plus de proximité avec le peuple. Et donc, ce n'est plus des partis d'élite, c'est des partis qui doivent être sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qui fait que les partis politiques partout dans le monde puissent, effectivement, là j'étais heureux de voir une jeune militante en parler, c'est que le tissu de la société civile est quand même le tissu qui est le plus proche de la population. Pourquoi? Parce qu'il la sert, d'une manière ou d'une autre, il la connaît. Il est sur le terrain, le tissu associatif. Et pendant, quand il n'y a pas en Occident, quand il n'y a pas d'élection, les militants, ils sont où? Ils sont dans le milieu associatif, ils sont dans la société civile. Alors nous, on a évidemment, parce qu'on regarde tout ça, on étudie tout ça, donc on a non seulement poussé à la création d'un réseau associatif, hein, il y a un réseau associatif qui est proche de notre parti, mais surtout, on a regroupé toutes les associations qui sont proches de nous, sur le plan, en tout cas, projet de société en Tunisie, et on a commencé à travailler avec ces gens-là, et on a commencé à élargir notre base militante grâce aux associations. Évidemment, les gens font du travail associatif pendant les phases qui sont plus loin des élections, et quand les élections approchent, pour ceux qui sont intéressés par le travail politique, ils peuvent rejoindre les partis pour la partie campagne. Donc ça, c'est un point important, et c'est un message que je passe aux militants qui sont présents ici, c'est qu'il faut aller sur le terrain. Il faut composer des bases de données d'électeurs, les comprendre, les étudier, voir ce qu'il en est, organiser des meetings, leur parler, les écouter, revenir, constituer ces bases, revenir avec des réponses, etc. Et ça manque énormément. Alors, après, on travaille sur des programmes. Parce que ça aussi, ça va faire, j'espère, ça va être... il y aura, dans la prochaine élection, il y aura encore des sujets, parce qu'ils seront mis sur la table par les partis qui sont là, évidemment. Il y aura le sujet de la religion, il sera remis sur la table. Et on y est largement mieux préparé. Aujourd'hui, je vous si vous avez, pour ceux qui ont suivi, nous avons même une motion sur comment on traiterait la question de la religion, parce que la religion est gérée en Tunisie par l'État. Comment on traiterait? Parce qu'il ne faut pas oublier que la religion a eu un impact important dans les élections, parce que l'ancien régime a énormément influé en termes, en fait, même en termes de question de droits de l'homme. C'est-à-dire les gens qui allaient faire leur prière à l'Europe, ils étaient listés, c'était suivi par les flics. Les femmes qui ne pouvaient pas travailler quand elles étaient voilées, etc. Il y a beaucoup de choses. Moi, je me rappelle du copain électoral, je me demandais des femmes voilées, même si vous êtes au pouvoir, est-ce qu'on pourra aller au travail avec le voile? Donc, des questions de base comme ça se posaient comme une réaction à comment l'ancien régime traitait cette question dans sa gestion. Les prêches étaient un ridicule. Dans les prêches, le vendredi, il fallait parler de Ben Ali, tout ce qu'a fait Ben Ali, etc. Et donc, en fait, on a eu un retour de Manifest sur cette question-là pour les premières élections qui ont lieu que 9 mois après la chute de l'ancien régime. Donc, cette question sera remise sur la table. Il va falloir que les partis, notamment les progressistes, savent très bien gérer cette fois. Et il y aura des persécutions, il y aura un tas de choses où il va falloir être prêt cette fois comment réagir et comment ne pas hyper réagir. Sur la télé, on avait bien vu les choses et 2 jours après, on a rencontré tout ce qu'ils ont diffusé parce qu'on était bien conscient de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, cette fois, on est beaucoup plus préparé par rapport au sujet. L'autre sujet qui sera mis sur la table, c'est le passé.
Et là, clairement, on a une campagne qui démarre même mi-janvier sur la question de la justice transitionnelle, parce qu'ils veulent passer la loi sur l'exclusion, qui, entre nous, on commence maintenant, après l'avoir analysé, va servir. Ça ne va pas nous servir pour rien. Parce que ça va lui donner, voilà, les lois d'exclusion, les partis existent toujours, et tournent toujours à 25% des intentions de vote, ce qui veut dire que cette loi, c'est de l'inditisme, parce que n'importe qui peut aider n'importe quel parti sans y être affilié. Et donc, en fait, la justice transitionnelle va être une bataille, et l'histoire du passé, comment on vit le passé, va être une bataille. Par contre, ce qu'on espère, c'est la bataille la plus importante, sera la bataille des programmes. Comment on va bâtir les 5 prochaines années dans ce pays? Comment ce pays va repartir? Comment ce pays va avoir de la croissance? Comment ce pays va résoudre les problèmes sociaux dans toutes les régions? Comment ce pays va délocaliser réellement la décision? Parce que le problème aujourd'hui, c'est la décision n'est pas délocalisée, la décision est trop centralisée. Ça commencera dans la Constitution, et ensuite, on va aller, comme ça existe en France, comme vous avez les régions ici, France, toutes les régions de France, donc en fait, et vous l'avez en Europe, on va avoir un système de régions. De régions en Tunisie, regroupant à peu près 1 million d'habitants, et il va y avoir des conseils régionaux élus qui vont gérer les questions économiques et sociales localement. Et ça va être très important. Nous avons même défendu une 8e région, qui soit la région des Tunisiens d'étrangers. Pour s'occuper des problèmes des Tunisiens d'étrangers spécialement. Voilà, donc, pour résumer, la phase de transition est loin d'être finie. Avant d'aller, si je me permets un terme, on n'est pas violent, je vous dis, vers la guerre des élections, il faut gagner plusieurs batailles pour réussir cette phase de transition. Et les batailles sont des batailles difficiles. Et ensuite, on commence effectivement à travailler sur ne pas aller de manière dispersée comme on l'a fait au 23 octobre, mais dans le cadre d'une alliance qui soit la plus large possible, évidemment, avec des valeurs, un socle de valeurs partagées minimum qui soit accepté par tous les partis. Moi, je milite, je l'ai fait un peu par provocation dernièrement, pour qu'on commence plutôt à parler des conditions de ces alliances, parce que l'histoire a prouvé malheureusement que les démocrates et les progressistes sont les plus mauvais perdants. Donc quand ils choisissent justement, on l'a vu dans les partis, la plupart des partis, quand on choisit les têtes de liste, on va avoir celui qui a perdu qui s'en va. Et ça s'est passé dans tous les partis, sans exception. Et donc, tant qu'à faire, autant qu'on mette en place un processus transparent, clair au sein de chaque parti et au sein de cette alliance. Et si on doit avoir de la casse, il vaut mieux l'avoir 8 mois avant nos élections que 2 mois avant. Et donc, je pousse pour qu'on aille au plus vite à déterminer les moyens avec lesquels on va choisir les candidats, les listes communes, les candidats au présidentiel, etc. Et donc, j'espère que le premier trimestre va être porteur d'espoir par rapport à cette famille politique. Je vous remercie. Merci Yassine. On va passer à l'exercice de jeu de questions-réponses et j'ouvre la salle, j'ouvre la parole à la salle. Section Est. Il y a beaucoup d'interrogations. Je ramène le sujet sur le tapis parce qu'on a besoin d'avoir des réponses claires. Vous avez accordé une interview, vous avez tenu des propos sur l'homme de la situation actuelle qui serait régionalisation. Aujourd'hui, vous parlez d'aller sur le terrain et de trouver de nouveaux adhérents. Comment voulez-vous qu'on en trouve de nouveaux si notre secrétaire exécutif leur dit clairement que Béjéraï Seti est l'homme de la situation? Pourquoi viendrait-il à dire? Vous n'arrivez pas à avoir des avis exactement. Ce qui serait bien, c'est que vous nous expliquiez si c'est votre position, si c'est la position du parti, et si c'est la vôtre, pourquoi vous tenez ce genre de position. Merci. Fatah Lili, membre du comité central je voudrais simplement dire que ce qui vient d'être dit, ça montre bien que la situation, elle n'est pas simplement difficile, mais nous sommes dans une situation où il faut absolument une solution radicale. Et moi, je pense que le discours qu'on a eu il y a quelques mois dans
dans les élections, il doit absolument changer. Ce discours-là, ça a été dit à la dernière partie de l'intervention de notre ami, qu'il faudrait coûte que coûte faire un front démocratique en Tunisie. Un front aussi large qui va nous permettre de dépasser cette situation de catastrophe nationale. Et moi je pense que c'est le prix à payer. Il faudrait un prix pour qu'on sorte de cette situation. Il faudrait justement, le plus rapidement possible, prendre cette décision courageuse en fin de compte. Et cette décision courageuse parce que le combat, c'est le combat de l'unité nationale, de l'unité démocratique. Et ça, c'est un combat qu'on doit absolument mener, pas simplement pour El Jamouri, mais simplement pour la Tunisie et pour le peuple tunisien. Parce qu'on pense à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de la jeunesse, et quelle Tunisie on va laisser pour ces jeunes, dans 5 ans, dans 10 ans. Et si nous, on ne prend pas notre responsabilité maintenant, ça se joue maintenant, ça ne se joue pas l'année prochaine, ça ne va pas jouer si on va perdre la prochaine fois. Parce que si on perd la prochaine fois, c'est mort pour nous, enfin, pour toute une génération en tout cas. Et c'est pour ça que le combat de l'unité doit être mené dans toute sa responsabilité. Et moi, je suis tout à fait d'accord parce que les Tunisiens, je parle de l'immigration, dans les cités, dans les quartiers populaires et tout, quand ils nous parlent pas de quel parti politique, ils nous parlent qu'est-ce qu'on fait contre le régime actuel, qu'est-ce qu'on fait contre ce gouvernement. Ils ne s'adressent pas à un parti, ils s'adressent à tous les démocrates en Tunisie. Et j'en suis persuadé que si nous, à l'immigration, on peut présenter ce front aussi large et aussi unitaire, on peut les battre en tout cas, en ce qui nous concerne ici à l'immigration. On a la capacité de le faire. Et pour cela, je pense que la présence sur ce soir, le travail qui a été fait par les militants qu'on a, politiques, associatifs, on peut justement faire ce rapport de force nécessaire dans l'immigration ici en France. Merci beaucoup, Patrick. J'ai l'occasion d'être part à l'étranger, j'essaie aussi d'être présente et de savoir comment ça se passe plus ou moins en Italie. Une chose que je remarque par rapport à ce que Cécile a dit tout à l'heure, parlons du terrain, que ce soit en Tunisie ou ici, les démocrates, et ça en Tunisie, restent quand même assez soft. Par rapport au combat en élection maintenant. C'est vrai que les démocrates, c'est progressiste, on est plus, disons, plus politique. Avec le gouvernement que nous avons, malheureusement, ce n'est pas du tout la manière qu'il faut prendre. Je ne veux pas dire qu'il faut être agressif, mais en étant sur le terrain, d'abord, le citoyen, on se demande où est la société civile sur le terrain. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthodologie, on n'a rien. Tout le monde est obligé, je pense surtout en Tunisie, je pense ici, mais on ne sait pas comment. Donc, on le fait bénévolement, ici ou en Tunisie, mais il n'y a aucun encadrement. Et moi, je suppose que si on pourrait former quelques personnes, je ne sais pas, 10, 20, qui doivent être vraiment très bien au courant de ce qui se passe en Tunisie, que ce soit à l'étranger en Tunisie, et qui peuvent passer le message et aller sur le terrain, être en groupe et savoir parler le langage des gens. Parce que je trouve que les politiciens, c'est vrai qu'ils vont passer dans des débats qui savent vous parler, des fois bien avant de vous booster un petit peu. Par exemple, quand vous parlez de dire nous voudrons avec un art pour aller des technocrates, les citoyens ne comprennent pas du tout ces mots. Et ça,
ça, on s'est fait beaucoup de... nous, on va sur le terrain et comme je il parle au nom de la religion et l'autre est de l'art. Donc, il y a un langage, je crois qu'il doit s'apprendre. Sérieusement, nous allons parler avec parce que ça fait un an qu'on parle. Moi, je fais un peu de publicité, et je vous assure que le langage, quand on prend le temps, et quand on défend en un quart d'heure, on peut entendre 100 personnes. Et deux fois, on peut rester 2 jours. Mais quand on est bien informé de ce qui se passe, du langage qu'il faut. Je ne parle pas de programme parce que pour le moment, ils ne parlent pas de programme les gens. Ils veulent passer, ils en ont marre. Ils veulent manger, ils veulent travailler, et tout ça. Donc, je pense que ce soit en France ou en Tunisie, je m'adresse à M. Messi, parce qu'il va certainement faire passer le message. Il faut que les démocrates trouvent une stratégie pour faire bouger la société civile. Elle nage. Tout le monde veut bouger, tout le monde. Je vous assure que nous, on souffre du gouvernement, pour pas dire de la loi spécialement, mais on n'a aucune stratégie. Je sais qu'il faut peut-être un peu d'argent, parce que les gens peuvent se déplacer, mais on essaye aussi de participer financièrement. Mais je crois qu'il faut trouver une solution. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ma question est Bassem Armat, militant Jumhuri, ça fait pas longtemps. Et heureusement, je suis avec vous depuis un peu temps. Donc ma question elle est rapide. Dernièrement, la situation se dégrade de plus en plus. On a entendu à la télé que les possibilités de ne pas entrer dans les élections prochainement. C'est juste, je pense que c'est une appellation politique, peu importe. Donc, CSI, ce que nous expose aujourd'hui, c'est que la situation se dégrade, mais il faut travailler sur 2 fronts. Donc, il faut résister et en même temps préparer les prochaines élections. Dans cette conception m'arrange beaucoup et ça me va bien. Mais le seul problème, c'est que, est-ce qu'il y a un point de non-retour? Est-ce qu'il y a un point à partir duquel Nada, elle n'est pas prête pour une vie démocratique et ils font tout pour avoir l'État que pour eux? Est-ce qu'il y a un point à partir duquel c'est fini et ces gens-là ne comprennent rien, il faut être en conflit direct? Ou est-ce qu'on va continuer à reculer de plus en plus? Et c'est ce qui se passe. Et est-ce que il faut que ça arrête un jour ou on va continuer ainsi à découvrir? Merci. Je passe la parole à Fanou et après on redonne la parole à Yassine qui va répondre pour regarder l'interactivité. Deux petites questions. Vous avez parlé en fait de nonchalance au niveau de l'Assemblée constituante. Nous, on fait partie, on est une cause de cette nonchalance, je trouve, au niveau du bloc démocrate, vu qu'en fait on participe, on est rarement au complet au niveau dans les assemblées, où j'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu par exemple quelques élus, sur 41 lois, ils ont été présents pour voter que sur 9 lois. Donc déjà il y a quelque chose qui cloche. Et la deuxième question, c'est que au niveau du programme, nous, on va faire une alliance avec des différentes idéologies politiques. Comment on va pouvoir s'en sortir pour rédiger un programme avec Jabal Chabé et Bidatou de l'autre côté? Voilà. Merci. Donc la parole est à Yassine. Je vais commencer dans l'ordre déjà, répondre à madame sur la première question. Comme j'exposais tout à l'heure, on est dans la construction, donc il faut trouver des solutions. Et l'une des solutions que j'ai proposées, et c'est effectivement une solution personnelle, mais plusieurs leaders du parti et notre premier éligible ont adhéré à cette solution, et de dire peut-être qu'il ne faut pas rentrer dans ce scénario serpent de mer, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il ne donne pas une visibilité et on va perdre encore plus de crédibilité en avançant des dates, en documents. Et c'est peut-être un jeu en fait, que joue Nada dans ce sens-là, parce qu'avec l'espoir que peut-être les démocrates seront ceux qui tiendront le moins. Ce n'est pas un scénario qui vaut. Il faut se dire, peut-être déterminer une date dans laquelle on est sûr qu'on est capable d'organiser des élections à cette date-là, quitte à ce qu'elles soient longues, quitte à ce que ce soit 18 mois. Les élections, c'est juin 2014.
Et là, effectivement, si c'est juin 2014, on a 1 an et demi, on ne peut pas continuer avec le même gouvernement pendant 1 an et demi, on est dans une 3e phase de transition. Et pour qu'on réussisse, il faut 2 critères. Il faut une paix sociale et peut-être même une paix politique pendant 15 mois, avant de rentrer dans la campagne électorale. Et donc, pour avoir une paix, il faut un consensus national là, total. Il faut que tout le monde mette les amis. Il faut que tout le monde, dans une année 2013 qui va être très difficile pour le pays, il faut que tout le monde prenne la responsabilité. Et donc, l'idée que j'ai évoquée était de dire il ne faut pas qu'il y ait un président de la République qui se présente pour les élections. Parce qu'aujourd'hui, Mazzouk est en train de faire sa campagne au poste qu'il est. Et quel que soit l'autre prétendant aux élections, les chefs, les Mostafa, etc., s'il est au poste de président de la République, il va faire la même chose, c'est légitime, il se prépare pour être élu pour la phase suivante. Donc, quand on écoute le Narda, parce qu'on le rencontre dans le cadre évidemment de l'Assemblée et autres, il dit nous on n'a rien contre CPG réception. On a un problème avec Nidetounous parce que de temps en temps dans des régions, il y a des gens qui sont de l'ancien régime, etc. On n'a rien contre cette personne, au contraire, il a réussi la première phase de transition, etc. Officiellement en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bon. CPG réception, c'est à 87 ans, l'hôpital au Ferrand. Tous les progressistes d'ailleurs. Hein. S'il y a une phase d'1 an et demi, que va apporter, est-ce que si BGRCFC va apporter plus en étant chef d'un parti politique, ou il pourrait apporter plus en tant qu'image du pays à l'intérieur et à l'extérieur qu'au poste de président de la République? C'est là la question que j'ai posée, et j'ai dit, moi je le vois effectivement réussir, faire et contribuer, ce ne sera pas le seul, à la réussite, parce que le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir, mais c'est une image du pays à l'extérieur et une image à l'intérieur. Et le gouvernement doit être co-géré entre les islamistes et les progressistes. Parce que ça, c'était dans l'article. Tout le monde n'a retenu que le titre, parce que les journalistes s'en fait où ils sortent le titre qui fait plus de buzz. Mais après, il faut lire l'interview. Donc, dans l'interview, il y a une deuxième phrase qui dit « Et il y a une co-gouvernance entre les islamistes et les progressistes ». Et là, effectivement, le leader du progressiste, ce serait éventuellement le candidat présidentiel du progressiste. Et j'ai évoqué même des noms. Enfin, je n'ai pas évoqué des noms dans l'interview, mais j'ai laissé entendre. Elle n'a pas dit. Donc en fait, ce n'était pas la position de Djoumouri, c'était une position personnelle. Elle a fait des erreurs, elle a corrigé le lendemain, parce qu'elle a dit oui, Djoumouri est d'accord. Moi je dis il y a quelques leaders de Djoumouri, elle a fait des réunions, on a évoqué ce sujet, qui étaient sur le coup, et même plus loin, ça a été même un peu abordé avec BGR et Sepsi. Et ce qui est remarquable, c'est que tous les progressistes ont réagi, parce qu'il y a beaucoup d'autres phrases qui ont été mal traduites ou mal vécues par les gens de l'idée, parce qu'il y a beaucoup de gens chez l'idée qui ne sont pas pour l'alliance. Il y avait des messages pour eux aussi. Et par contre, les islamistes n'ont pas réagi. Ça veut dire qu'ils l'envisagent. Mais bon, ce qui s'est passé depuis, malheureusement, c'est l'affaire de Jelba. Il n'y a pas du tout, je pense, donné beaucoup de chance à ce scénario, parce que l'affaire de Jelba a mis de l'huile sur le feu, des deux côtés, etc. Légitimement, en tout cas, je considère du côté de tout, c'est les tribunaux a mal réagi, comme d'habitude, en se justifiant mal, etc., etc. Mais bon, voilà, ça c'est pour la première question, pour expliquer un peu la position. Après, sur la question de Narda, le scénario catastrophe, on va dire, pas prête pour une vie démocratiste là. Alors là, c'est un avis personnel, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que, en fait, nous sommes un pays tellement dépendant de son environnement qu'ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui, en fait, s'ils ont une pression pour accélérer vers les élections, c'est entre autres la pression internationale qui fait ça. C'est-à-dire, en fait, la communauté internationale commence, quand je dis communauté internationale, c'est tout, hein, communauté économique, diplomatique, financière, etc. Commence à dire que le pays ne tiendra pas si effectivement cette phase de transition perdure trop longtemps, on commence à mettre la pression pour qu'il y ait les institutions qu'il faut, etc. Donc de l'intérieur, il y a une pression, évidemment, qui vivent pas toujours bien, et de l'extérieur, il y a une pression. Et donc, la Tunisie ne peut pas devenir un Iran pour faire ça. Ne peut pas. Mon avis personnel, c'est pas possible. On n'ira pas jusqu'à ce point-là. Et d'ailleurs, même chez eux, il y a quand même deux courants. Un courant qui est plus raisonnable, qui comprend ce qu'il en est, qui est dans le compromis, qui essaie de s'en sortir, etc. Il y a un courant dur, parce que la base est dure, elle a été élevée dans le dur, etc. Mais en fait, j'en pensais que le courant dur était largement majoritaire, ça s'équilibre. Et
plus le temps passe, plus ça s'équilibre. Donc je pense, à un moment ou à un autre, ils vont venir à la raison et aux élections. Et ils veulent y aller vite parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Et peut-être qu'ils n'ont pas tort, d'ailleurs, si on continue à travailler dès qu'on travaille aujourd'hui. Donc en fait, eux, ils partent plutôt de l'autre vision. Il faut aller vers les élections, comme ça on aura la légitimité pour 5 ans, c'est ce que vous disiez, monsieur Lille. Donc il y aura la légitimité pour 5 ans, et là on pourra faire les réformes de fond qu'on veut faire, etc., avec le temps qu'il faut, et on aura le temps pour avoir le payback, etc. Donc quelque part, je pense que le scénario le plus probable, c'est qu'il y aura des élections. Et des élections cette année, peut-être avant la fin de l'année, vers octobre. Et nous, on a intérêt à surtout ne pas dormir sur le laurier. C'est là qu'il faut travailler vraiment pour pouvoir gagner. Alors, la dernière question concernant le bloc et les alliances. Vous savez, je pense que les prochaines élections, malheureusement, seront encore orientées principalement par le côté négatif, le projet sociétal. Et si on se retrouve sur le projet sociétal, on va devoir composer sur les idéologies économiques et sociales. Mais on n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire, en fait, quand on est dans un pays qui a vécu une dictature, et après une dictature, qu'est-ce qui se passe? Après une révolution, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de, il ne faut pas se voiler la face, il y a une sorte, sans que ce soit péjoratif, de dictature sociale. En fait, hein, c'est-à-dire le retour de l'ascenseur. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'inégalités sociales il y a en Tunisie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le NARD, les réflexes parfois ultra-libéraux, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en Tunisie venir et dire je privatise Tunisien. Même si économiquement ça a beaucoup de sens, etc. Vous ne pouvez pas venir, comme ils ont fait d'ailleurs, donner la ligne Tunis-Paris qui fait 30% du chiffre tunisien à une autre compagnie aérienne, même tunisienne, faite par un ministre qui est devenu directeur général de la compagnie. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est des explosions sociales. Donc en fait, les 10 ans à venir, le social va peser très lourd dans l'orientation économique de la Tunisie. Et donc le programme sera un programme, aujourd'hui dans le monde occidental, il n'y a plus de gauche-droite, il y a du centre-gauche, du centre-droite. Le programme sera un programme de centre-gauche de cette famille progressiste. Et d'ailleurs, ce sera un programme de centre-droite. Ça ne pourra pas aller à l'extrême parce qu'il y aura la pression sociale. Donc, en gros, le problème du centre-gauche, est-ce que j'aime acharner et va rentrer dedans ou va rester à l'extrême? C'est la seule question qui se pose par rapport à cette famille politique. Et l'autre question qui peut se poser, c'est ne pas retomber dans une continuité de ce qu'il y avait avant en termes de modèle de développement, etc. Il va falloir réajuster beaucoup de choses. Et c'est là aussi notre poids en tant que parti de Jumhuri, en tant que Massa, par rapport aux gens qui font peut-être les programmes dans d'autres partis. Il va falloir qu'on arrive à imposer nos idées, à passer nos idées, notamment dans la relation avec l'Union européenne, parce que cet accord qu'on va négocier avec l'Union européenne va être très impactant sur les 10 ans à venir par rapport à la Tunisie, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine des services. Si on arrive à bien négocier dans une démarche win-win avec l'Europe, la Tunisie pourra arriver à des taux de croissance qui permettront dans le temps de résoudre nos problèmes sociaux qui sont quand même fondamentalement lourds et pas simples, notamment l'emploi des jeunes. Merci. Une question à part rapport à notre participation dans les travaux parlementaires. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, oui, les travaux parlementaires, ça. Écoutez, alors, quand je dis nonchalance, moi je parlais vraiment de planning. Et là, c'est pas pour justifier, défendre nos députés et leur présence. Nous-mêmes, en tant que parti politique, on souffre énormément du mode de gestion de l'Est. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de décisions qui se prennent ce soir pour demain. Voilà, nous avons décidé qu'il y a une séance demain pour voter sur telle loi. Donc les députés, en fait, doivent être complètement disponibles, 100%. Nous, on a annulé le nombre de bureaux exécutifs, etc., qu'on a annulé à cause du mode de gestion. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de vision. Hein? Ils sont unis pour ça. Non, ils ne sont pas payés pour être à plein temps. Non, ils sont unis. Non, c'est pas le cas. Ils ne sont pas payés pour être à plein temps. Ils ne sont surtout pas, non plus, même si c'est payés pour être à plein temps à l'Assemblée, ils ne peuvent pas gérer un agenda en décidant la veille que demain il va y avoir un vote sur tel sujet important, qui n'est pas préparé, qui n'est pas débattu, qui n'est pas débattu. Donc c'est pas pour leur justifier. Il y a du laisser aller, il y a des gens qui ne sont pas sérieux, etc. Et dans toutes les familles politiques, et notamment chez les démocrates, peut-être plus que chez les islamistes, qui sont quand même très disciplinés, etc. Ça c'est vrai. On ne va se pas le faire. Mais
par contre, gérer un planning au moins la semaine. Dire voilà ce qu'on va passer cette semaine, voilà les lois qui vont être votées, voilà à quelle heure ça va être fait. L'histoire de 9h du matin. Moi, je le vis d'ailleurs dans les réunions, hein, ça m'exaspère. Hein. Moi, je démarre les réunions à 4 personnes sur 15. Hein. Les gens démarrent jamais à l'heure, on le sait. Bon. Mais ne pas démarrer à l'heure, mais jusqu'à 10 heures, le président de l'Assemblée n'est pas là. C'était tellement récurrent que les gens venaient à 10 heures du coup. Mais comme je n'ai pas à l'heure à 10 heures. Jusqu'au moment où il a décidé de démarrer un jour à 9 heures et qu'il n'avait pas le pouvoir, mais ça a fait un scandale, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité des députés, et d'ailleurs, il y a une association qui fait un super travail. Oui, c'est comme ça que j'ai Alors là, la pêche, elle dérate pas. Hein. Donc, ils ont peur d'elle. Je peux vous dire, quand je parle à Yé, maintenant, il a peur. Hein. Donc, il va vite parce qu'elle le surveille. C'est bien son exemple que j'ai pris. Pardon? Bien sûr, vous êtes tous jeunes, peut-être vous êtes dans le monde du travail, vous avez reçu des cours de management, sinon ça ne serait pas passé par là. Non, mais en fait, il y a vraiment c'est géré à la petite. Doucement. Donc, deuxième chose, et je finis là-dessus, c'est que il y a des fois où des sujets sont mis en priorité juste par calcul politique, purement politique, qui énerve les démocrates. Et ils n'hésitent pas à le signaler, ils quittent maintenant. Parce que nous mettons des sujets, j'ai évoqué, je sais pas si c'est transitionnel tout à l'heure, un tas d'autres sujets, on propose. Il n'y a même pas d'équilibre. Une fois, allez, 3 fois on passe les lois du gouvernement, une fois on passe la loi de l'opposition, etc. Donc il y a une frustration qui est développée. Nous, notre rôle dans le parti, c'est d'essayer de calmer le jeu, parce qu'il y a l'image, même extérieure, est importante, il faut construire. Mais à un moment, les gens vraiment en ont marre. Bon, maintenant, comment on a transformé les choses? Maintenant, entre le code de la démocratie qui grossit, maintenant on est passé à 35 avec l'arrivée des 4 députés, et le code de Tenard. On n'arrive plus à construire avec code de Tenard, avec Sarkozy, qu'avec le président de l'ANC. Et maintenant, parce que les deux coutelles ensemble font 130 députés. Enfin, 124 députés. Et donc, maintenant, là, la réforme de la loi sur comment fonctionne l'ANC est en train d'être faite entre le code de la démocratie et le code de Tenard. Et donc, si on arrive à se mettre d'accord entre nous, c'est fini, on s'en fout. Nous, ça déjà, on l'a posé comme une loi. Donc, on en arrive là, tellement c'est mal géré, quoi, en quelque sorte. Alors, en deuxième tour de table, Ali Sarda. Tu as évoqué, tu as évoqué des sondages, etc. Sachant que quand il y a des élections présidentielles, par la suite par des élections législatives, on sait très bien que, le bon exemple, c'est la France. Le président élu va amplifier certainement la vague de son parti. Or, ma question est, si j'ai bien compris, vous savez, le Premier ministre actuel semblerait choisir plutôt des élections législatives avant. Ce qui est un peu bizarre. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas un présidentiable ou quoi? Merci. Ça arrive. Juste une petite question qui a été évoquée par Patrick. Pas de à l'émission, je vois l'illustration. Tous ceux qui ne sont pas encore adhérents de faire le pas. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, toutes les démocraties qui ont réussi, elles ont réussi parce qu'il y avait des politiques. On peut être critique, on peut avoir des positions divergentes sur un certain nombre de thèmes. Peu importe, le travail est collectif et ce sont les partis politiques qui ont amené le travail démocratique. Ce qu'a dit Elifas tout à l'heure, je m'explique un peu en faux. Il peut y avoir des jeunes qui disent ah oui, on s'en fout du parti, moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait, mais qui on fait. Quand on dit
on fait, on va faire, on va réussir ou pas, ce sont les partis politiques. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, l'intérêt des partis politiques, c'est vital. La deuxième question, et ça c'est une question à la direction de notre parti, c'est concernant l'espace économique et de l'environnement de notre pays par rapport à l'Algérie et la Libye. Qu'est-ce que le parti compte faire pour faire raviver un petit peu l'espoir, au moins de ces habitants qui font 50 millions. 50 millions d'habitants, c'est un bon marché pour les entreprises tunisiennes. 50 millions, c'est même un grand espace vital, économique, social, culturel, d'environnement pour notre petit pays. Donc, quel sera le parti en matière d'investissement par rapport à cette thématique qui intéresse au premier abord notre communauté? Voilà. En fait, j'ai deux petites questions. C'est par rapport au massacre de Djibouti. Est-ce que où en est la fusion? Et la deuxième question, on parle tout le temps de coalition avec Moudetoun, Nassar al-Djibouti et d'autres. Pourquoi on ne le voit pas à l'Assemblée constituante? Pourquoi est-ce qu'il y a un bloc Moudetoun, c'est un bloc démocrate? Pourquoi ils n'ont pas intégré? Est-ce qu'il y a des discussions? C'est quoi notre position par rapport à ça? Si, ils ont un bloc. En tout cas, ils font partie de l'idée. تفضل برامج بدر عطيك كلمة نستغل الكستيون اجتماعي سي ناصر إليه عضو من المسار الحاضر معنا وشرفنا بحضوره. تفضل. باسم يحيى جمهوري بسكسيون باريس سود. كيستيون صغيرة concernant l'image du parti. كلنا نعرفوا اللي البارتي ناقص populisme entre guillemets. Je voudrais savoir pourquoi on ne propulse pas une personne qui est assez populiste, qui avec l'image. Non mais. نعرفوا les partis pour accéder au pouvoir, ils ont une base électorale qui vient du peuple. Et donc du coup, Arlèche, on ne propulse pas une personne qui sait leur parler d'une part, et d'autre part qui touche à d'autres. Avec Kifeshara arrive tout simplement comment elle a accédé, à la troisième force de l'ANC avec des discours qui étaient totalement hors normes et baïdés, c'est la réalité. Donc tout simplement, c'est est-ce qu'on y travaille ou pas. Merci. On va faire un dernier tour à l'heure par donc Martin, tu peux laisser une chose à regarder. Présidentielle législative ou le SOPR, je pense. Oui, bon, c'était un peu Essam Cheb et Madiba. La première fois qu'on a trouvé un sujet d'accord, moi et Révisel, c'était tous les deux d'accord que c'est une aberration ce qu'elle dit. Donc les présidentielles, comme dans tous les pays du monde, au départ, ils ont dit qu'il faut que ce soit le même jour. Ils ont dit qu'il faut que ce soit le même jour, ce qui est aussi bizarre, parce que ne pas avoir ensemble deux élections présidentielles, c'est normalement un homme et le peuple. L'initiative, c'est une élection d'appareil. Donc la logique, c'est les présidentielles avant et l'initiative derrière. Alors, par calcul, même au sein de notre parti, il va y avoir lieu d'ailleurs un débat officiellement pour prendre une position officielle du comité central en 2 semaines pour le trancher, parce que même au niveau des archives, il n'a pas été tranché. L'idée de dire par calcul que l'élection la plus importante, c'est les législatives. Dans le régime qui existera, l'élection la plus importante, c'est les législatives, parce que le président, après tout, aura quand même s'il aura plus de prérogatives que Mazzouri aujourd'hui, ce sera des prérogatives quand même assez limitées. Il aura une légitimité plus forte parce qu'il sera élu, et il aura le droit de dissoudre l'Assemblée une fois dans son mandat, mais par contre il restera concentré sur les affaires étrangères et la défense, et donc pas très loin des prérogatives de Mazzouri. Donc c'est une sorte de backup de ce qui se passe au gouvernement. Le pouvoir exécutif sera au gouvernement, et
et donc quelque part le gouvernement issu du Parlement. C'est les élections législatives qui seront quand même les plus importantes. Donc les NAM, elles ne vont pas faire autant s'ils n'ont pas un président qui est élu. Non, alors, Moi, j'ai vu vague d'implication de... Oui. Alors, donc justement, donc en fait, l'initiative c'est le plus important. Donc, j'explique un peu le calcul, d'ailleurs même Nassar a pris cette position dans cet amendement, en tout cas c'est dit, et qui disait le problème des démocrates, si les initiatives sont d'avant, ça va les obliger à s'allier vraiment pour l'élection la plus importante. Alors que les présidentielles peuvent être sujet de discorde s'il y a plusieurs leaders qui veulent se présenter et qu'on n'arrive pas à trouver le système pour qu'il y ait un seul candidat au présidentiel. Ça se discute, c'est une opinion. Ça se discute, c'est pas nécessairement, enfin ce sont des idées qu'il faut discuter. Nous, la tendance quand même la plus forte, c'est de dire les présidentielles doivent avoir lieu avant parce que c'est l'élection d'un homme au final et qu'effectivement les démocrates ont largement plus de chances de gagner les présidentielles. On a beaucoup de chances de gagner les législatives, mais on est quasi certain de gagner les présidentielles. Et qu'en fait, quand on analyse les présidentielles, il va y avoir quelles sont les chances d'avoir, quels sont les gens du second tour. Il va y avoir le candidat de NAM, quel qu'il soit, il peut être Moussa Boujaf, il va y avoir El Mazouk, parce qu'il va bénéficier des 10%, 12% du fait qu'il soit président actuellement, et il va y avoir le candidat des démocrates. Même sous c'est représenté. Donc le candidat des démocrates. Donc en fait, le candidat des démocrates, quelque part, s'il y en a un. S'il n'y en a pas un, ça pourrait être Ham. Donc en fait, il y a trois potentiels candidats pour le second tour. Et donc, quelque part, si on se retrouve au second tour entre Majour et le candidat des démocrates, le candidat démocrate va gagner. Si c'est le candidat démocrate et Nanda, c'est le candidat démocrate qui va gagner. Et si c'est le Majour et le candidat démocrate, je pense que certains démocrates les y font. Donc on ne sait pas. Les Majour risquent de gagner. Donc les présidentielles peuvent effectivement servir le camp des démocrates. Maintenant, l'Inde est en minorité par rapport à ce sujet-là. Si nous, on arrive à avoir une position commune, pour le moment, El Jemour, il n'a pas tranché sa position, ni d'idée pour que les présidentielles soient avant, El Massar est pour que les législatives soient avant. On n'est pas complètement en phase, mais ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est bloquant, je pense. Alors, deuxième question, la fusion de Massar et Jemour. Alors, jusqu'au Conseil national de Massar, moi j'avais de bonnes nouvelles. Depuis le Conseil national de Massad, je ne sais pas si j'ai de bonnes nouvelles qui sembleraient, et surtout en ayant lu Bayet, il y avait deux articles qui presque pas se contredisaient, mais ne disaient pas la même chose. Peut-être que nos amis de Massad, moi je n'étais pas, je ne sais pas si vous étiez au Conseil national, je n'étais pas à Tunis pour parler à Semir et à Semir, mais disons que Semir a fait une belle image, c'est des détails de Massad, qui sera d'ailleurs. Je vous invite dès aujourd'hui je devais y être et je lui ai gentiment demandé, parce que le comité central a été retardé à ce week-end-là, il sera là le 19 janvier, l'association qui a une conférence le 19 janvier sur justement la transition en Tunisie. Et donc il a accepté hier par mail, j'espère qu'il va confirmer, c'est lui qui va parler au nom des progressistes. Donc Semir disait, il a fait une bonne image, c'est qu'on est fiancés et les valises s'entraident. Ça fait 6 mois que ça dure. Il y a beaucoup de fiançailles qui se mettent en cause dans ces fiançailles. Donc, très sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé au Conseil national. Ce qui s'est passé dans Al-Belge à Roussi. Voilà, bon. En tout cas. Et on voulait que ce soit les suivants. Il ne faut pas se précipiter. La fille demande du vote. Bon, donc l'idée, en tout cas, nous dans la démarche, c'est qu'on essaie de. Ce qu'on a dit, c'est que Jemour est parti. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, parce que hier on était dans un petit meeting militant, je l'ai déjà dit. Jemour, on est arrivé à la conclusion réaliste de dire. On a fait le Jemour avec l'idée d'éviter la dispersion aux prochaines élections, donc de regrouper les forces. On constate que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de temps, parce que d'abord, ça nous a parlé de avril, alors qu'on était à droit, et avec ce qui s'est passé dans notre congrès, effectivement, ça
ça complique les choses. Donc là, on essaie au sein de Jumouri, autour de Jumouri, déjà de regrouper tous. On a 3 ou 4 petits partis qui vont probablement nous rejoindre. Le comité central va être concentré là-dessus. On a beaucoup de personnalités aussi qui vont nous rejoindre, des députés, etc., qui vont probablement nous rejoindre. Et on aimerait que le massage aussi en soit ensemble. Donc, si on ne le fait pas là, on pourra le faire derrière, c'est pas grave. Mais ça sera, même ça, on l'a appelé Jumouri 2, même ça, ce ne sera pas suffisant, il faudra une alliance. Au-delà du parti, il faudra des alliances et donc. Alors, le bloc Nidetoul, alors en fait, ils n'ont pas un groupe parlementaire. Il y a un ensemble de députés, d'ailleurs, un député Nidetoul, parce qu'il était avant chez Jumouri, a quitté Jumouri, mais est resté dans le groupe parlementaire. Hein. Au début, ils ont hésité à composer un groupe parlementaire parce qu'il était question, il y avait un calcul. D'ailleurs, en accord avec nous, il était question que la commission parlementaire qui choisit les gens qui vont se présenter à l'ICI soit composée par les présidents de groupes parlementaires. Et donc, l'intérêt de notre famille politique aurait été qu'on ait le maximum de groupes parlementaires à ce moment-là. Bon, NAD n'en a pas accepté, ce qu'on se doutait bien, donc en fait, c'est fait plutôt maintenant à la proportionnelle de la taille des groupes. Et donc maintenant, il y a plutôt un intérêt à ce que les groupes parlementaires soient plus importants. C'est pour ça que les 4 députés ex-taquettes de Seymour Islem, Seth Mabrouk et Fatma et Ali nous ont rejoints dans le groupe parlementaire. Et donc va se poser rapidement la question des députés Nidetoul. Peut-être que quand la démocratie va monter à 45, alors il y a un ou deux du côté Jabal ou de Tayyip Esler qui ne seraient pas d'accord. Donc il y a encore un débat sur les députés. J'espère qu'on va y arriver. L'image, alors bon, moi j'aime pas trop le terme populiste, c'est plus de dire, moi je disais l'image Hamd, notre Hamd. Ça c'est pas grave pour moi. L'image Hamd qui est un homme politique qui parle très bien, qui est un ancien, qui est un syndicaliste, qui a une image peut-être moins élitiste qu'une image de. Alors, il est peut-être très élitiste, mais l'image en tout cas qui passe est une image en tout cas différente des images des leaders politiques qu'on a dans le parti. Oui, alors nous ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait participer de plus en plus nos régions. Alors, on n'est pas encore dans le média public, c'est-à-dire à la télé, etc., mais dans les conférences de presse, les sujets qui concernent les régions, on a de plus en plus de presse locale qui se développe, de radio locale qui se développe, de télé, genre on va lancer une télé locale dans le Sahel, etc. Et donc, en fait, on pousse au niveau local nos images, mais c'est vrai que, on prend le point, on va aller plus loin. C'est-à-dire, on va, quelque part, les leaders politiques se construisent aussi par les apparitions. Alors, on va faire apparaître plus souvent et les pousser plus loin. On a beaucoup de personnalités politiques historiques, comme Sylvie Figues, si moi j'y sais le on a des leaders aussi dans les régions nord-ouest, comme Zoué. Bon, le problème c'est qu'il n'apparaît pas parce qu'il est lui aussi dans la presse. Il est Filiwaltos, il est représentant de Filiwaltos dans la région. Et il fait un excellent travail, par exemple, sur ce qui s'est passé sur les groupes armés. Il a fait un dossier où il a dévoilé les choses avant que le ministère de l'Intérieur rentre. Ça fait quelques participations dans des débats télévisés internationaux. Alors là, bon, je l'ai fait aussi dernièrement, il essaie de moins, parce qu'il est aussi journaliste. C'est un peu... Mais c'est vrai, on doit aller dans ce sens et pousser plus dans ce sens. Merci. Donc, j'ai beaucoup de mains qui se lèvent, ensuite des relevés. Donc, Majdi, Jody, Ned. C'est le dernier tour de parole. Donc, Ned, vous avez Émir Chine, je suis pas militant du parti. Encore. Et à la réunion. Pas encore. Donc, première question. Comme un match à leader. بالنسبه لي مش مقيد معناها يقال حتى un contact pour recevoir notre information à la Washington. Il y a des formulaires de Riyad, donc juste le mail, le nom et le prénom et vous allez recevoir votre listing mail. Vous avez évoqué en début d'intervention tous les secteurs, la justice, les médias,
liées à la justice traditionnelle, vous avez évoqué que et vous avez notamment évoqué le fait que pour les élections, il pouvait y avoir un risque si on a une justice qui n'est pas indépendante, qui n'a pas fait le ménage. Donc aujourd'hui, quelle stratégie, quelle priorité selon vous? Est-ce qu'il faut quand même partir aux élections avec cela? Est-ce qu'il faut vraiment privilégier la justice transitionnelle et ne faire des élections qu'après avoir fait la justice transitionnelle? Il y a un risque que si les élections se passent derrière, le sujet part du biais. Aujourd'hui, les gens en parlent de moins en moins. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Merci. Ned. Moi j'ai une petite question. Si vous avez 3 minutes pour convaincre une personne d'adhérer Jomhuri et parler de l'ADN du parti, qu'est-ce que vous diriez durant ces 3 minutes? نسمع بعض لا ما نمشي نكملوا. On ne sait pas quand on va avoir lieu les élections, en juin ou en octobre ou peut-être plus. Ça pourrait être en juin. Est-ce qu'aujourd'hui le parti il a un programme? Et ce programme-là, s'il a vraiment, parce qu'on ne peut pas faire un programme en 7 mois. Donc il doit y avoir un programme. Ce programme qui existe pourquoi on n'a pas, moi ici, on n'a pas de grandes lignes. Deuxièmement, est-ce que les discussions avec Datoun ou avec Massar, qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est le programme? C'est les ambitions. Voilà. Merci. J'ai une question, deux remarques. La première question, je voudrais savoir quels seront les pouvoirs du président de la République. J'ai envie qu'on fasse un petit comparatif à ce qu'on étudie en France à tout ce rapide. Si j'ai bien compris, il va y avoir les élections présidentielles avant les élections législatives, ce qui me semble complètement normal. Un programme, pour moi, s'incarne autour d'une personnalité politique. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un leader, un véritable leader. Autour des partis progressistes, c'est ce que c'est accepté. Là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient le Ranouchi. Ils ont mis en avant le Ranouchi, ils ont créé quelque chose autour de Ranouchi, et finalement, ils sont arrivés au pouvoir, et quand on imaginait là, on imaginait le Ranouchi. Moi, ce que je vous suggère, pourquoi on n'essaie pas d'occuper l'espace médiatique plutôt, en organisant des primaires, on essaie de trouver, tout le monde se peut être ouvert, et un certain nombre d'hommes politiques, avec un programme, de façon à nous présenter devant les électeurs, avec un leadership, créer quelque chose autour du parti, et aller, en espérant, à la victoire. Voilà.